Bienvenue au balado Au fil du temps. Je m'appelle Christine Groux, je suis psychologue, neuropsychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Aujourd'hui, je reçois la psychologue Laurence Villeneuve, spécialiste en vieillissement, et Mme Nicole Poirier, directrice de la maison Carpe Diem. Alors, mesdames, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. J'aimerais ça que vous vous présentiez pour notre auditoire et puis que vous présentiez un petit peu votre parcours. Oui, tout à fait. Laurence Villeneuve, je suis psychologue au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal pour l'équipe SCPD. On vient en fait SCPD. Pour les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. On vient en aide aux personnes qui ont des troubles neurocognitifs dans différents milieux de vie, que ce soit le domicile, les ressources intermédiaires, aussi les CHSLD. Et on offre aussi un soutien là, pour les proches aidants dans le contexte de services là, qu'ils peuvent avoir là, au sein de notre établissement. Je suis aussi présidente du regroupement des psychologues en gérontologie là, pour promouvoir, soutenir aussi la formation des psychologues dans le domaine du vieillissement. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Nicole, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours? Oui, moi, bien, ça fait plus de 35 ans que j'accompagne des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. J'ai commencé dans une résidence, ma résidence familiale qu'on a transformée en résidence, et j'ai tout de suite rencontré des personnes qui avaient la maladie. Et quand j'ai vu comment ça se passait, qu'il n'y avait pas beaucoup de services adaptés pour eux, ça m'a donné l'idée de créer une maison spécialisée dans l'accompagnement des personnes. Alors, c'est devenu Carpe Diem. Aujourd'hui, Carpe Diem, c'est un centre de ressources qui accompagne autant les gens à domicile que dans le milieu d'hébergement. Et puis, on a développé une approche qu'on partage par de la formation ou par différents moyens. Puis, au niveau des études, bien, j'ai fait des études d'abord en psychologie, en gérontologie, puis j'ai continué à l'École nationale d'administration publique, où j'ai fait une maîtrise en management. Quel beau parcours. Merci. Maintenant, êtes-vous capable de nous raconter le lien entre votre approche, votre philosophie et le Carpe Diem? Oui, merci de la question. Carpe Diem, ça signifie mettre à profit le jour présent, saisir le jour. Moi, j'ai adoré cette formule-là quand je l'ai entendue il y a longtemps, parce que dans notre approche, un objectif, c'est de voir les capacités des personnes. Souvent, les professionnels, on est formés pour repérer toutes les difficultés puis en faire un score, et souvent, ça empêche de voir la personne et ses capacités. Donc, saisir le jour, c'est pour nous aussi saisir les forces, saisir les capacités. Une autre raison aussi, c'est qu'on mise beaucoup sur la relation qu'on crée avec la personne. Donc, pour nous, la relation est plus importante que le résultat. Souvent, on a un objectif professionnel ou on a un objectif de tâche. Il faut que la personne se lave, qu'elle mange, mais ça ne doit pas passer avant la relation. Donc, c'est un peu ça que Carpe Diem nous invite à faire. À chaque jour, on recommence et on construit une journée sur la journée de la saison, mais aussi sur ce que la personne a envie de faire selon ses forces. Puis, sincèrement, je pense que c'est assez extraordinaire comme approche parce que, et là, c'est la neuropsychologue qui parle, mais je pense que Laurence va être d'accord avec moi, c'est-à-dire que la relation va permettre d'optimiser puis de maximiser le potentiel de la personne puis les forces qui demeurent, en fait. Puis c'est vrai, puis ça, c'est sans compter toute l'importance de son bien-être psychologique, parce que c'est un des objectifs de notre projet, hein? Donc, d'être capable, justement, de faire en sorte que nos aînés vieillissent dans un environnement où ils sont en sécurité, pas juste sur le plan physique, mais sur le plan psychologique aussi. Qu'est-ce que c'est pour vous les défis, les principaux défis qu'une personne qui vit avec un trouble neurocognitif rencontre? Celui qui me vient spontanément, là, c'est le regard. Le regard que l'entourage ou que le milieu porte sur la personne. Si on la voit qu'à travers ses difficultés, souvent, on ne saisit pas sa réalité, on ne crée pas cette relation. Et je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire pour sensibiliser la population, les professionnels, sur la réalité qui est vécue par la personne. Je donne juste un petit exemple. Quand une personne arrive dans un autre milieu de vie, que sa mémoire la prive des informations qui l'ont amenée, là. Première nuit, elle se réveille, puis elle se dit « Qu'est-ce que je fais ici? » Elle n'a pas l'info pour se rassurer, puis elle n'a pas l'information non plus pour savoir ce qui s'en vient. Alors, qu'est-ce qu'elle a de besoin?
Elle a besoin de quelqu'un qui va lui redonner l'information. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui va lui dire « Couchez-vous, vous êtes désorienté, vous avez un trouble du comportement. » Et souvent, ces réactions-là, tout à fait normales que les gens ont, on les interprète comme des troubles, alors que s'il y avait eu un travail au préalable, comme celui que vous faites aussi, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, il y aurait tellement une meilleure sérénité puis une meilleure adaptation au milieu de vie. Mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que un des objectifs de ce projet-là, c'est de comprendre justement ce qui se passe dans le cerveau de la personne. Puis ce qu'il faut faire, c'est d'être un palliatif à ce qui lui manque. Donc, puis ça, c'est facile à comprendre hein, quand quelqu'un a besoin d'une béquille pour marcher ou d'une marchette pour marcher. Mais c'est très difficile à comprendre quand quelqu'un a besoin d'une prothèse cognitive pour sa mémoire, justement. Et donc, il lui manque un bout d'information puis qu'il faut lui redonner. Et c'est exactement ce qui redonne l'humanité à la personne. Laurence, j'aimerais ça que vous nous parliez de l'approche centrée sur la personne. Oui, en fait, Mme Poirier a énoncé là, vraiment des éléments centraux de cette approche-là, là, se reprendre dans leur réalité. On va se centrer sur la personne, on va se centrer aussi sur leur vécu. Hein. Ils ne se définissent pas à travers une maladie. Vous l'avez très bien dit, comment ça peut être stigmatisant recevoir le diagnostic en tant que tel, à la fois pour la personne touchée, mais aussi pour l'entourage. Donc, cette approche-là va vraiment... l'objectif, c'est de se centrer sur qui est cette personne-là avant même les symptômes, avant même la maladie, et de voir à créer à mieux comprendre ses valeurs, ses croyances, son histoire de vie, comment ça s'articule maintenant, même si la maladie est présente, la personnalité en tant que telle, oui, il peut y avoir des changements, mais elle ne disparaît pas. Donc, c'est important de mieux comprendre s'il y a des comportements qui nous apparaissent plus difficiles, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi le besoin derrière? De tout comprendre, en fait, ce qui englobe la personne, pas seulement le symptôme. La personne n'est jamais uniquement qu'une maladie, justement. Puis ça, c'est important parce que des fois, on perd ça de vue avec les yeux de la personne qui regarde, mais c'est important de ne pas oublier que ce qui se développe effectivement sur une histoire, sur une personnalité, sur un vécu, sur des expériences de vie, sur des valeurs, sur des goûts, sur des aptitudes, sur un ensemble sur des éléments culturels. Des émotions, oui. sur... Donc, nous, notre mission au sein de notre équipe, c'est justement d'aller décortiquer tout ça, de faire voir la personne dans son ensemble. On va aussi beaucoup inclure les proches aidants qui vont nous permettre de mieux comprendre la situation. On va inclure aussi les soignants pour mieux comprendre leur observation, puis ultimement, leur faire permettre d'avoir un regard plus empathique, hein, pas juste de dire, bien, la personne est agitée, mais son agitation telle que vous la définissez, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, aller au-delà de ce qui est peut-être observable. Qu'est-ce que vous faites quand une personne veut quitter, quand elle veut partir, quand elle vous dit qu'elle veut s'en aller chez elle? Oui, c'est une excellente question. Puis quand on accompagne des personnes qui vivent ces difficultés-là, ça fait partie de la réalité de toutes les équipes, je pense. Eh bien, il y a plusieurs choses. Nous, notre première réaction, c'est de se dire, essayer de comprendre. Parce que vous pouvez avoir 3 personnes qui disent « je veux m'en aller chez moi », puis ce qui motive ce désir-là n'est pas pareil d'une personne à l'autre. Donc, il y a des personnes qui vont... Donc, notre premier but, en fait, c'est de dire, pour éviter que les gens souhaitent partir, par exemple, quand ils sont à Carpe Diem, premier objectif, c'est leur donner envie de rester. C'est un très bon point. Au lieu d'essayer de contrôler puis de dire comment on peut faire pour éviter qu'ils s'enfuient, on se dit, mais si ils ont envie de rester, si c'est plus rassurant de rester ici que de sortir puis de se retrouver dans l'inconnu, bien, déjà, on répond à un besoin. S'ils se sentent chez eux, ils n'auront pas envie de rentrer chez eux, finalement. C'est ça, exactement. Aussi, bien, est-ce qu'ils sortent? Quand tu sors jamais, puis que tu vois les gens sortir, toi, tu restes toujours à l'autre côté de la porte. À un moment donné, la porte ouvre, tu la prends. Donc, pour avoir envie de rester, il faut pouvoir sortir à tous les jours, puis il faut pouvoir sentir qu'on n'est pas emprisonné. Parce que je pense que l'enfermement, là, ça fait partie de dépression, puis de colère, puis d'incompréhension de la part des personnes. Puis alors, nous, on s'est dit, il faut qu'une personne, si elle veut partir, si elle veut sortir, qu'elle puisse sortir. C'est à nous de s'organiser pour qu'elle le fasse en sécurité. Ensuite, bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vouloir partir parce que parfois, ils ont faim.
ils ont faim, puis il n'y a rien dans l'environnement qui leur dit qu'ils vont manger. Aussi bête que ça, là. Alors, nous, en cuisinant avec les gens à tous les jours, bien, les gens, quelqu'un qui se dit « Est-ce que je vais manger? » Elle voit qui se cuisine un repas, elle a sa réponse. Ça peut être aussi « Je veux retrouver ma chambre », puis qui dit « Je veux aller chez moi » parce que les mots qu'ils trouvent, c'est « ma chambre » ou « c'est chez moi ». Alors, nous, c'est de dire, mais OK, la personne, elle a de l'aphasie, elle ne trouve plus les mots. Donc, au lieu de paniquer et de dire elle veut s'enfuir, parfois, c'est tout simplement d'aller dans sa chambre. Ensuite, il y a des personnes pour qui leur maison leur manque. Ils quittent leur maison, se retrouvent dans un lieu, puis souvent, la consigne, c'est « il ne faut pas parler de sa maison ». Nous, on fait le contraire. Non, votre maison vous manque. Parlez-moi de votre maison. Qu'est-ce que vous faites de votre maison? Ah, moi, j'ai reçu mes enfants. Puis là, on la suit vers où elle veut aller. Et non pas moi, c'est pas moi qui contrôle. Donc là, elle va me parler de sa vie, de son histoire. Parfois, quand on est comme en peine d'amour, là, on a juste envie de parler de ce chagrin-là. Puis il faut outiller les intervenants à écouter. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça ne ramène pas la maison à la personne, mais est moins seule à avoir la représentation de sa maison. Et c'est très apaisant, ça. Oui. Et qu'est-ce qui arrive souvent aussi, c'est que les gens, ils se disent, il faut que je parte parce que mes enfants ne savent pas que je suis ici. Puis ils vont me chercher. Donc là, le besoin, c'est pas d'aller aux toilettes ou d'aller manger, c'est de rassurer la personne que sa famille, ses enfants savent qu'elle est ici. On les connaît, donc il faut connaître l'histoire, comme vous disiez, il faut connaître l'histoire. Je nomme les enfants. Puis là, la dame, elle a l'impression qu'enfin, il y a quelqu'un qui connaisse sa famille. Et là, il faut outiller les intervenants à ne pas avoir des recettes à appliquer, mais avoir des bonnes questions à se poser pour vraiment trouver le besoin qu'il y a derrière la demande de partir. J'aurais envie de rajouter que dans ce que vous donniez comme exemple, vous êtes aussi intéressé à comment elle se sentait. Hein? Donc oui, vouloir retourner à la maison est important, mais vous avez validé son désir de retourner à la maison, puis de reconnaître cette émotion-là. Puis c'est comme ça qu'on arrive à créer le lien avec ces personnes-là, puis de façon au quotidien, hein, comment on crée nos relations, c'est aussi en se connectant aux autres, aussi au plan émotionnel. Donc ça, c'est la base là, de favoriser aussi le sentiment de confiance, d'appartenance dans un milieu. Même si peut-être qu'ils ne reconnaissent pas objectivement qu'ils sont à Carpe Diem, ils reconnaissent qu'ils se sentent bien là. Donc, ça atténue à un moment donné les comportements de désir de quitter. Parce que en arrière-scène, on sent aussi beaucoup toute l'anxiété, hein, quand Nicole parle, toute l'anxiété que ces personnes-là peuvent vivre. Laurent, j'aimerais ça que vous nous parliez de la place de l'anxiété dans cette maladie-là, puis de la difficulté peut-être pour les proches, puis pour les intervenants de comprendre justement la nature et le registre de l'anxiété. C'est pas toujours évident de la reconnaître. Vous avez tout à fait raison parce que quand on est anxieux, nous, on peut l'exprimer hein, avec des mots. Je suis inquiet, je suis stressé, il me semble que je me sens plus nerveux. Mais il y a aussi des signes qui nous disent qu'une personne est plus nerveuse. Hein. Des fois, c'est la même chose avec nos résidents qui ont des troubles neurocognitifs. Donc, on va se centrer sur qu'est-ce qu'on observe. Hein. Est-ce qu'il apparaît plus tendu? Est-ce qu'il est même peut-être plus irritable? Est-ce qu'ils ont tendance à manipuler des choses nerveusement? Donc, on va s'intéresser à ces signes-là et on va amener aussi l'entourage, les soignants, les proches aidants à reconnaître ça. Et quand on est en perte de repères, parce qu'il y a beaucoup ça dans les troubles neurocognitifs, hein, on perd un peu notre compréhension d'où on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre objectif. Hein, puis donc, on est, imaginez-vous, vous retrouvez dans un endroit inconnu. Si je vous amenais en Chine où vous n'avez pas de reconnaissance de la langue, que vous n'avez pas de reconnaissance de l'environnement, probablement que vous allez vivre de l'anxiété. Fait que c'est un peu la même chose de reconnaître cet élément-là d'anxiété. Il y a de l'anxiété qui va venir au long cours. Chez une personne qui aurait toujours été anxieuse, mais la maladie peut exacerber certains de ces symptômes-là. Mais parfois, elle s'inscrit vraiment dans la maladie, dans le trouble neurocognitif. Puis elle en est partie intégrante, oui. effectivement. Oui. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec quelqu'un qui ne veut pas se laver? Bien, ça aussi, ça fait partie de la réalité des équipes. Oui, ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent. Et pour différentes raisons, encore une fois. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on essaie de comprendre parce que
Vous avez 3 personnes qui ne veulent pas se laver, il y aura 3 raisons différentes, 3 approches différentes aussi. Bon, alors, souvent, les gens, on est maladroit quand on leur propose d'aller se laver. On va proposer à la personne devant d'autres personnes. Donc, la personne a le sentiment de l'estime de soi, la fierté. Là. La pudeur, hein? Puis que là, tu entends quelqu'un qui dit « Voulez-vous venir vous laver? Je vais vous aider à vous laver. » Ça n'a pas le même impact si c'est dit discrètement dans la chambre, devant personne, que si c'est dit devant tout le monde. Alors souvent, juste par une petite phrase mal placée au mauvais moment, au mauvais endroit, va faire en sorte que la personne va réagir, va dire « Je n'ai pas besoin de me laver. Tu peux te laver, toi, mais pas moi. » Puis elle va avoir raison, parce que là, sa fierté, sa dignité est plus importante que se laver. Donc souvent, on va inviter les gens à venir discrètement, on va leur proposer, et on dira jamais « je vais vous laver » ou « je vais vous aider ». Même le mot « je vais vous aider », même si c'est vrai, quand on est la personne qui reçoit cette phrase-là, puis c'est pas le beau joueur de tennis qui vient vous aider à faire un revers, là. C'est « je vais vous aider à baisser vos pantalons, puis je vais vous aider à vous laver ». Donc, la personne, souvent, va dire « j'ai pas besoin d'aide ». Donc, on va avoir toute une formulation qui évite de heurter la personne. Le bain est coulé, si vous voulez en profiter, je vais être là. S'il y a quelque chose, je peux agir ou vous me le dites. Bon, souvent il y a de ça. Ensuite, bien, souvent, les gens, ils ne comprennent pas pourquoi... souvent, on ne fait pas les gestes. Tu sais, on dit, je vais baisser votre pantalon. La personne, elle ne comprend pas les mots. Elle est comme en Chine. Si je faisais juste le geste, enlevez votre gilet, baissez votre pantalon, puis faire des signes. Pas trop parler, parce que quand on parle trop, ça surstimule le cerveau, et puis la personne peut bloquer. Donc, on regarde l'environnement. Parfois, juste le robinet qui coule en même temps que je parle à la personne, ça surcharge le cerveau. La personne va se bloquer. Il y a aussi toutes les questions de pudeur, comme vous dites. Bien, parfois, c'est juste de regarder ailleurs pendant que la personne se lave. De se tourner légèrement. C'est des petits gestes qui montrent à la personne qu'on sait que c'est pas drôle ce qui se passe là. Puis j'en suis conscient. Puis des fois, juste faire le geste aussi. Il y a des gens qui sont encore capables de faire tous les gestes si on les mime au lieu de les faire. Oui. En fait, quand on fait le geste sur soi, en le disant, hein, on maximise un peu les entrées qui se passent dans le cerveau de la personne, puis on maximise, surtout s'il y a des difficultés de compréhension du langage, on maximise les chances que l'information rentre. C'est très difficile de se représenter, hein, pour quelqu'un qui a un cerveau sain ou sans atteinte cognitive, de se représenter, mais comment la personne qui vit avec une atteinte cognitive peut percevoir les choses. Puis Laurent, j'aimerais ça que vous nous parliez de ce que vous observez, vous, de ce gouffre-là qu'il peut avoir entre les intervenants parfois, puis qui ne sont pas de mauvaise foi, qui ont la meilleure volonté du monde, mais qui ne comprennent pas toujours nécessairement ce qui se passe dans le cerveau des gens, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider? Mais je pense que pour les aider à mieux comprendre, c'est de leur parler de ce qui se passe chez la personne. Donc, aussi de comprendre les troubles neurocognitifs. Hein. Déjà, dans certains milieux, les soignants ne sont pas tous au courant des diagnostics. Hein. On ne veut pas non plus étiqueter la personne, mais mieux comprendre c'est quoi ses limitations ou ses forces versus aller vers ses capacités. Mieux comprendre aussi la maladie va aider. Donc, la formation est essentielle auprès des soignants pour leur permettre de voir comment on va aller chercher la capacité de ces gens-là. Leur permettre de voir aussi que c'est pas quand ils refusent un soin, ils ne sont pas dans un modèle d'opposition. Hein. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un besoin derrière ou une approche qu'il fallait adapter. Donc, les outiller. Puis, il n'y a personne de malveillant. Ça fait déjà plusieurs années que j'accompagne différentes équipes, puis j'ai jamais rencontré un préposé, une infirmière qui avait de mauvaises intentions. Par contre, est-ce que parfois, il y avait un mauvais regard parce qu'il pensait, par exemple, que c'était en lien avec des éléments de personnalité, que la personne s'opposait volontairement, plutôt que de réaliser qu'en fait, la personne n'avait pas la capacité ou qu'on comprenait mal le besoin derrière. Et c'est là
qu'il faut vraiment les outiller, les accompagner. Ça passe beaucoup par la formation, mais aussi le coaching, le mentorat, d'accompagner ces personnes-là, ces soignants-là. Puis au cas par cas, hein, parce que puis je pense que c'est cette compréhension-là, c'est cet enseignement-là, puis cette meilleure compréhension-là qui va nous permettre de développer une culture de bientraitance Tout à fait. dans les organisations, qui est essentielle au mieux-être de nos aînés, dans le fond, parce que tu sais, c'est ce qui fait qu'on va vouloir vieillir dans des endroits où on va se sentir chez nous, justement, puis où on va se sentir en sécurité avec les gens qui vont être là. En fait, la formation, ce que nous, on a développé dans les dernières années, c'est que oui, on en offre, mais on va aussi offrir en parallèle du mentorat pour accompagner les soignants. Mais là, je vous parle de soignants, mais ça pourrait même être d'accompagner les proches aidants qui vivent à domicile pour améliorer leur interaction avec l'aidé, en fait. J'aimerais ça qu'on en parle du vécu des proches aidants. Puis j'aimerais ça vous entendre parler de ça toutes les deux. Qu'est-ce que vous observez des proches aidants qui vivent les mêmes choses, hein, parce qu'ils sont dans les mêmes enjeux d'incompréhension, puis de comment faire, puis de pourquoi ça se passe comme ça, mais avec toute la culpabilité, puis toute la charge émotive qui vient avec le lien de filiation des fois. Donc, je vais commencer avec vous, Laurence. Qu'est-ce que vous observez le plus de la réalité des proches aidants? Bien, je pense qu'un élément commun aux proches aidants, c'est qu'ils sont confrontés à un deuil blanc. Hein. Oui. Ils sont là pour soutenir une personne qui leur est chère, hein, que ce soit un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur ou leurs parents. Les profils peuvent être tous différents en proche aidance, mais le deuil blanc de voir l'autre, ça a changé. Certains m'ont dit, c'est comme voir mon proche mourir à petit feu parce que la maladie, je la vois progresser chez lui. Fait que ça projette beaucoup de deuil. Ça, c'est l'élément souvent commun, où ils vont pallier sur aussi dans les capacités du quotidien de la personne dont il vient en aide, mais aussi au plan émotionnel. Hein, ça peut apporter une certaine charge aussi. On va parler de l'épuisement du proche aidant à certains moments où cet épuisement survient aussi souvent quand le proche aidant lui-même ne se sent pas dans les capacités de venir, ne se sent pas aussi compétent qu'il le souhaiterait. Hein. Des fois, ça va même atteindre leur estime de soi. Certains, malheureusement, vont même développer des symptômes dépressifs, anxieux, d'où l'importance là, de toujours les accompagner. Puis la notion de deuil blanc, elle est importante parce que, d'abord, elle est mécomprise, hein? Puis on se doute pas à quel point ça peut être difficile de faire le deuil de quelqu'un qui est devant nous, puis dont on voit certains aspects disparaître à petit feu. Oui. C'est vraiment très, très difficile comme situation. Qu'est-ce que vous observez qui est le plus difficile, Nicole, chez les proches aidants? D'abord, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, Laurence, mais j'ajouterais peut-être la solitude qui est vécue par les proches. Parce qu'au début, tu sais, c'est subtil, les premiers symptômes. Puis la personne se demande, le proche aidant peut se demander, est-ce que c'est moi qui évalue mal? Est-ce que c'est moi qui est fatigué? Puis plus la maladie avance, souvent, on devient responsable, on a connaissance des difficultés, mais à qui on les dit, ces difficultés-là? La conjointe, est-ce qu'elle va le dire aux enfants? Souvent, ils n'osent pas en parler parce qu'ils se disent « Ah, je veux pas que le regard des enfants change sur leur père. » Quand on accompagne quelqu'un, il n'y a pas de maladie plus facile que d'autres, mais moi, j'ai accompagné mon père, il avait le cancer, puis j'en parlais de ses difficultés, de ses problèmes de santé physique et tout ça. Puis quand ça a été ma mère, qui a eu l'Alzheimer, je me suis rendu compte que là, j'en parlais pas. J'avais l'impression de la trahir. J'avais l'impression de dévoiler quand on dévoile des difficultés intellectuelles, c'est pas comme de dire, ben il y a de la douleur à tel endroit. Et je pense qu'ils vivent beaucoup de solitude de ce côté-là, le sentiment de loyauté, quand tu deviens le proche, la personne la plus importante pour l'autre. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose aussi, je pense, c'est le sentiment de ne pas être compris. Parce que souvent, ils disent, moi, j'ai des besoins, mais j'ai de la difficulté à exprimer ce besoin-là. Il y a le besoin ressenti, puis il y a le besoin exprimé. Puis souvent, les intervenants, on s'attend à ce que ce soit clair comme besoin. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et souvent, ben, ils vont retarder la demande parce qu'ils ne se sentent pas compris.
Puis vous avez mentionné quelque chose d'important, hein, c'est le regard de l'autre. Quand tu as, par exemple, la maladie d'Alzheimer ou quand tu as quelque chose de dégénératif, et la peur des gens de se faire percevoir comme quelqu'un de complètement inapte ou comme quelqu'un qui n'existe plus, la crainte du stigma qui est très légitime, qui est très différente, effectivement, dans un cas comme ça que dans le cancer. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer le regard des gens, selon vous deux? Qu'est-ce que... C'est une grande question, mais puis je pense qu'il y a beaucoup d'éducation psychologique à faire avec la population, puis on va tous vieillir, hein? Fait qu'on a intérêt à pouvoir changer le regard des autres, le regard de la société, puis même le regard de nos propres enfants sur ce que nous serons et ce que nous demeurerons aussi, parce que on disparaît à petit feu à certains égards, mais pas totalement. Mais je pense que déjà, ce qu'on fait aujourd'hui, ça permet de replacer la personne devant sa maladie. Et puis, on n'est pas juste la somme d'un paquet de symptômes, on est aussi une personne qui vit encore à travers tout ça. Puis, je pense que déjà, ce qu'on fait aujourd'hui, pour moi, en tout cas, ça fait partie de ma mission de changer le regard. Puis c'est vraiment l'objectif. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, là? tout à fait. C'est l'enseignement. Ça passe par là. On n'a pas d'autre choix. Puis des balados comme ça. On a même vu récemment des publicités aussi hein, qui nous amenaient à changer notre regard, notre approche, ne serait-ce que quand on va quand on va voir une personne à l'épicerie qui a plus de difficultés. Hein, c'est ça que la publicité nous amenait à revoir ces approches-là. Donc, plus on va voir ces éléments-là, permettent aussi de voir comment on les aborde, comment adapter nos approches, mais mieux ça va être finalement. Oui, puis on pourrait même rêver d'un village ou d'une communauté qui protège ces gens, puis où il y a une entraide qui est basée sur cette compréhension-là, puis sur cette bienveillance-là. Parce que, tu sais, des fois, je regarde un peu comment les gens fonctionnent à l'épicerie, puis tout le monde est pressé, puis quand on voit quelqu'un de plus âgé chercher ses sous dans le fond de son portefeuille, puis là, tu vois tout le monde qui s'impatiente autour. Mais, tu sais, d'avoir ce sentiment que dans pas long, là, on va être à la place de cette personne-là. Puis qu'on voudrait que les gens qui sont autour de nous, ben le comprennent, ça. Oui. Que notre cerveau n'a peut-être plus toutes ses capacités, pas peut-être plus toute sa conscience de son environnement. Puis qu'on espère que, quand on sera rendu là, les gens auront un regard indulgent, puis qu'on sera aidé. Tu sais, qu'on se fera pas... qu'on ne sentira pas l'impatience des gens autour. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment important. Tout à fait. Quelque chose à ajouter? Bien, moi, je pense qu'une façon de changer le regard, c'est aussi de s'autoriser à vivre avec les personnes. Pas arriver toujours avec notre blouse de professionnel, puis se dire, moi, j'évalue la personne, mais s'asseoir, manger avec elle. Récemment, il y a une ergothérapeute qui est venue à Carpe Diem faire une évaluation, puis elle était debout, puis elle regardait la dame manger. Je me dis, mais là, vous évaluerez pas grand-chose parce que vous l'intimidez d'abord. C'est tellement vrai. Et puis là, ben, on n'aime pas ça quand au restaurant, le serveur nous enlève notre assiette trop vite ou nous regarde manger. Donc, asseyez-vous, mangez avec elle. Puis là, elle s'est rendue compte qu'en mangeant avec elle, puis en fait, ça fait partie de notre approche, ça a l'air extraordinaire, là, mais c'est la base. Si on mange avec la personne... Ça change la relation complètement. On a une relation. Oui. On lui donne des réponses, parce que si elle ne sait pas quel ustensile utiliser, elle nous regarde puis elle fait comme nous. Si c'est un problème de praxie ou d'agnosie, elle va avoir des réponses, puis elle va parler, ça va favoriser son langage. Et puis là, elle s'est rendue compte que finalement, c'était juste une petite adaptation d'ustensiles qu'elle avait besoin, parce qu'elle est encore beaucoup capable de manger seule. Mais il y a combien de personnes qui sont dénutries dans les milieux d'hébergement parce qu'on les laisse devant un plateau ou devant une assiette, puis qui n'ont pas cette relation-là. Moi, je pense que parmi les solutions d'avenir, il faudrait quand même créer des lieux où le quartier est sensibilisé, comme vous le dites, où on peut aider les gens à vivre chez eux. Ils ne sont pas obligés de partir parce qu'ils ne sont plus capables de sortir leurs poubelles. Là. Ils peuvent rester chez eux avec un peu d'aide, mais aussi que les futurs milieux soient décloisonnés comme ça. Puis on découvre tellement de capacités juste le fait de manger avec quelqu'un. Puis ça change la relation, puis ça change ça change le regard, effectivement, ça change l'expérience humaine. Est-ce que vous pensez, Laurence, que d'avoir vécu
de façon très proche avec quelqu'un, par exemple, qui a la maladie d'Alzheimer ou qui a une autre maladie du vieillissement, ça change ce regard-là, justement? Dans le sens pour les soignants, s'ils ont accompagné une... Oui, ou pour quelqu'un, par exemple, qui est à l'épicerie puis qui voit quelqu'un qui est... Je pense que oui, définitivement. C'est une Moi, je expérience pense aussi. qui est marquante. Hein? Il y a des proches aidants qui vont vivre ça à différents degrés. Hein? La proche aidance, c'est pas quantitatif non plus. Hein? On ne peut pas dire je suis moins proche aidant parce que moi, je viens en aide seulement pour l'épicerie pour ma mère qui a des difficultés cognitives. Donc, ça va être variable d'un proche aidant à l'autre, mais l'expérience en tant que telle va être marquante, peu importe le niveau. Puis je pense que oui, ça va aider à la personne à changer de regard. Puis j'ose croire que aussi, si elle en parle davantage, mais là, ça prend justement sortir de cette solitude, puis de pouvoir oser en parler, de se sentir soutenu, reconnu dans ce rôle-là, bien, ça va nous permettre aussi collectivement de changer notre regard sur les troubles neurocognitifs, puis comment accompagner ces personnes-là dans la communauté, mais aussi dans les milieux de soins. Puis je pense qu'on pourrait même commencer cet enseignement-là avec les adolescents dans les écoles, hein, qui souvent ne tu sais, on ne voit pas comme adulte nécessairement la pertinence, tu sais, que notre adolescent vienne manger avec sa grand-mère, son grand-père, et pourtant, c'est un apprentissage de la vie qui est fondamental, puis qui sensibilise très tôt. À cette diversité-là, puis à cette inclusion-là, puis à cette bienveillance-là. Puis, tu sais, je dis toujours, dans le monde idéal, tu sais, c'est la grand-maman, le grand-papa qui t'ont gardé quand tu étais petit. Puis que là, tu vas voir, puis tu vas accompagner en parlant de sujets de conversation qui vont intéresser les deux. Puis c'est une richesse, ça. Ah oui, parce que ça se base aussi sur la relation. Hein? Donc, les deux vont en tirer parti, finalement. Oui, oui. Pour les intervenants, pour les proches aidants, des ressources, si je voulais en savoir davantage, puis si je voulais en apprendre davantage sur les façons d'intervenir, les façons d'interagir, les façons d'être en relation. Nicole. Ah bien, pour nous, c'est simple. Allez sur notre site Internet, carpediem.québec, ou bien nous téléphoner, tout simplement. Et il y a de l'information qui sera disponible. Laurence. Il ne faut pas oublier que les sociétés d'Alzheimer, l'Appui Montréal, qui font beaucoup de démarches de soutien aussi, de services, soit de soutien téléphonique, mais même de groupes de soutien pour les proches aidants. Donc, il y a une panoplie d'informations, de formations aussi que les proches aidants peuvent suivre. Puis, ultimement, mais même dans le réseau de la santé, n'hésitez pas de faire appel, hein, par exemple, dans les CLSC ou d'autres professionnels, là, parce qu'à certains moments, quand la détresse est trop grande, quand on est vraiment dans un enjeu de dépression parfois, même de troubles anxieux, bien, c'est important d'aller consulter. Puis même parfois, la psychothérapie va aider. Là. Ça prend un ensemble de services un pour ensemble. aider les intervenants, effectivement. Puis les proches aidants. Oui. Madame Poirier, Nicole, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Madame Villeneuve. Merci. Merci un plaisir. beaucoup. Je pense que les gens qui sont sous vos bons soins ont beaucoup de chance. Merci. Merci beaucoup.